Warhammer 40 000, un sujet vaste et passionnant dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais que je vais tâcher de vous résumer sous toutes ses facettes en quelques minutes seulement. À la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, vous serez même en mesure de jouer votre première partie, ou plus simplement de comprendre l'obscure passion de votre cousin. Sous le nom de Warhammer 40 000, on désigne aujourd'hui tout un univers de science-fiction fascinant, qui se décline sous bien des formes différentes. Jeux vidéo, romans, produits dérivés, et même une série à gros budget, qui est actuellement en cours de création, prennent tous place au sein de l'univers de Warhammer 40 000. Mais cet univers de fiction a initialement été créé pour servir de cadre à un jeu de stratégie qui se joue sur une table avec des figurines. Le principe est simple. C'est une passion qui consiste à assembler et à peindre des maquettes selon ses préférences personnelles, puis à choisir soigneusement parmi ces figurines de quoi rassembler une armée avec laquelle affronter l'armée d'un adversaire, le tout sur une table décorée pour représenter un champ de bataille. Un maître gradué et une poignée de dés permettent de simuler toutes les actions des figurines. Ce jeu peut être pratiqué comme un jeu compétitif où l'on recherchera toujours les tactiques les plus efficaces, comme un jeu plus léger pour se détendre et s'amuser tout en discutant avec ses amis, ou encore comme un jeu narratif où l'on s'attache à ses petits personnages en créant des histoires avec son partenaire de jeu au fil des batailles. On peut essayer ces trois approches différentes du jeu et voir celle que l'on préfère, de même que l'on est libre de ne s'intéresser qu'à la peinture, ou bien que au jeu en faisant peindre ses figurines par quelqu'un qui aime ça, ou par un professionnel. Certains ne s'intéressent qu'à la création de décors, qui en soi pourrait être une passion suffisamment vaste pour remplir toute une vie, et d'autres aiment uniquement les textes ou les illustrations qui donnent vie à cet univers. S'agissant de l'univers de Warhammer 40 000, il dépeint un sombre tableau d'un lointain futur. Au crépuscule du 41e millénaire, l'humanité se trouve au bord de l'abîme de l'extinction. Car si l'espèce humaine prolifère sur plus d'1 million de planètes, tous ces mondes sont en proie à la prédation des Xénos, des extraterrestres de toutes sortes, qui n'ont de commun qu'un appétit insatiable pour la chair et l'âme des hommes. Comme si ces innombrables périls ne suffisaient pas, l'humanité se doit de lutter contre ses propres démons intérieurs. Tous les mondes humains sont unis sous la bannière de l'Imperium, mais séparés par des années-lumière de distance. L'Imperium, qui s'étend à l'ensemble de la Voie lactée, est un empire qui n'a pu être bâti que grâce à la découverte d'une dimension parallèle, que l'on appelle l'Empyrée, l'Immaterium, l'Éther ou encore le Warp. Cette dimension est le reflet spirituel du monde matériel. Ni le temps, ni l'espace n'ont de prise sur cette dimension démente où les esprits des mortels forment un océan d'âmes infinies, parcouru par d'étranges remous, des courants capricieux et même de terribles tempêtes warp. Il arrive que la trame de la réalité se déchire sous la violence de ces tempêtes, et que de ces plaies béantes jaillissent des démons engendrés dans le warp par les craintes des mortels, ou pire encore, par leurs plus inavouables ambitions. Ainsi, le genre humain se trouve-t-il confronté à l'incarnation de ses pires cauchemars. Pourtant, seule la navigation à travers la dimension infernale du warp permet de s'affranchir des lois de la physique et de traverser en quelques instants les années-lumière de distance qui séparent les différentes planètes. Le genre humain n'attribue sa survie qu'à un seul être, l'immortel empereur de l'humanité. Bien que son corps ne soit guère plus qu'une carcasse pourrissante dont le souffle de vie n'est prolongé que par des élixirs, des sacrifices quotidiens et les secrets d'un âge technologique depuis longtemps révolu, l'empereur trône depuis plus de 100 siècles sur Sainte Terra. Seule sa puissance psychique permet à l'humanité de voyager à travers le warp, car sa lumière
y agit comme un phare, permettant au navire de s'orienter. Ainsi, sans l'empereur, il n'y aurait pas de voyage à longue distance, pas plus que d'impérium, pas plus que de civilisation humaine. Sans l'empereur, il n'y aurait rien. C'est pourquoi l'incalculable population de toute une galaxie se voue corps et âme à l'adoration de l'empereur Dieu. L'humanité dans son ensemble a délaissé les vaines promesses de la technologie et de la science, oublié les prétendus miracles du Moyen-Âge technologique pour entrer dans l'ère présente, un nouvel âge placé sous le signe de la spiritualité. La grande roue du temps a entraîné l'humanité à travers les âges. À la lumière de nouvelles étoiles, la connaissance a fleuri, puis s'est fanée à mesure que la roue poursuivait sa rotation. À présent, elle entre dans son dernier cycle, celui de la mort de l'humain et de l'avènement de l'inhumain. Être un homme en une telle époque, c'est être seul, noyé dans la multitude, c'est vivre sous le régime le plus cruel et le plus sanglant que l'on puisse imaginer. C'est assister impuissant à une éternité de carnage, de pleurs et de cris de souffrance, étouffés par les rires moqueurs de dieux sanguinaires. Voilà pour ce qui est d'une brève présentation de l'univers de Warhammer 40 000 qui ne suffit pas, naturellement, à capturer toute l'étendue, toute la profondeur, mais qui en donne quand même le ton. S'agissant de ce ton, il suffirait de dire qu'il n'est pas très joyeux, comme vous avez pu le remarquer. En somme, il s'agit d'une dystopie. Une dystopie, c'est, pour le dire en des mots plus simples, une description d'un futur dans lequel nous n'aimerions pas vivre. Voilà. Et toujours dans un état d'esprit synthétique, pour aller à l'essentiel dans cette vidéo, il faudrait encore ajouter que l'une des particularités de cet univers est de nous permettre de jouer des factions sur la table de jeu très différentes dans leur essence, mais aussi dans leur source d'inspiration. Et on peut croiser, dans les ténèbres d'un lointain futur, aussi bien des soldats transhumains futuristes, on peut y voir des vaisseaux spatiaux, on peut y voir même, pourquoi pas, des mechas d'inspiration japonaise, aussi bien que des elfes du futur, des orques du futur, des nains même du futur, en fait. Sans oublier des démons, enfin ce genre de choses, tout ça est rendu possible par une toile de fond, un univers, je dois dire, très bien pensé, car tout ceci paraît cohérent au sein de Warhammer 40 000. Le tout est sous-tendu par une forme de logique interne qui fonctionne. Et c'est pas un mince exploit, j'insiste là-dessus, parce que comme ça, sur le papier, pouvoir jouer des armées, des factions qui vont tirer leur inspiration soit de l'heroic fantasy, science-fiction, tous les gros classiques, les gros clichés de ces deux univers en somme, auxquels il faut ajouter beaucoup d'inspirations historiques d'époques très différentes. Tout ça mélangé ensemble présage rien de bon normalement, et va pourtant, c'est subtilement agencé de sorte que ce soit harmonieux. On peut y jouer tout ça. Et à aucun moment ça ne fait tiquer ou ça paraît un mélange improbable, non. Ça fait sens au sein de cet univers-là. Ce qui est quand même une sacrée prouesse. On peut y jouer aussi bien des extraterrestres un petit peu inspirés des films aliens, on peut se créer une armée d'inspiration napoléonienne, pourquoi pas. On peut imaginer bien des choses, en somme, au sein de cet univers-là, sans que ça ne rompe la suspension d'incrédulité. Ça, c'est assez extraordinaire. Bon, passons au jeu. Alors je vais vous expliquer de manière très simple comment y jouer dans quelques instants. Sachez néanmoins qu'à mes yeux, le meilleur moyen d'apprendre à jouer n'est pas de regarder une vidéo YouTube et encore moins d'apprendre tout seul, mais de vous rendre dans une boutique Warhammer. Vous les localiserez assez facilement sur internet, et dès lors que vous vous rendez dans une de ces boutiques, vous pouvez solliciter le vendeur pour une partie d'initiation et il ne refusera jamais. Peut-être ne sera-t-il pas en mesure d'accepter tout de suite dans l'instant au moment où vous vous présentez, bien qu'il y ait de fortes chances que ce soit le cas, qu'il soit disponible. Mais à défaut, il vous donnera un rendez-vous pour cette fameuse partie d'initiation. Vous jouerez avec des figurines déjà peintes, sur un beau décor, dans une boutique, et les vendeurs des boutiques Warhammer sont des professionnels.
Ils savent ce qu'ils font. Ils nous ont pas attendus, nous youtubeurs, pour initier des débutants à ce jeu. Donc, ils savent très bien le faire pour se concentrer sur l'essentiel. Ils sont très doués. Voilà, c'est le meilleur moyen. Mais pour tout un tas de raisons différentes, il est possible que ce scénario d'initiation en boutique ne soit pas idéal pour vous. Eh bien, je vais vous faire une petite initiation ici même. Allez, on va passer au dessert, la partie la plus sympa de cette vidéo, à savoir le jeu en lui-même. Je vous ai préparé une petite démo, un duel entre deux figurines. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est avantageux de commencer par un duel et je vous encourage vivement à reproduire cette expérience chez vous avec les figurines dont vous disposez. Là, j'en ai sélectionné 2, pour ainsi dire quasiment au hasard, mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Et il y a plusieurs raisons à cela. 2 figurines, d'abord vous ne serez pas débordé, ça vous permet d'assimiler les règles de base très facilement. Ensuite c'est amusant, c'est sympa, un petit duel comme ça. Et puis, bon, au niveau matériel, on est là au strict minimum. Sachez que si vous allez dans une boutique Warhammer, le vendeur vous offrira bien volontiers au moins une figurine, les 2 souvent, si vous lui expliquez que vous êtes débutant. Et donc vous pourrez repartir avec ça sous le bras, vous n'êtes pas obligé de les peindre avant de jouer. Faut battre le fer tant qu'il est chaud, et pour votre toute première partie, vous pouvez tout à fait jouer avec des figurines non peintes. Ce n'est pas un drame, vous aurez le temps de les peindre plus tard et de faire de belles armées. Vous aurez également besoin de dés. Ça c'est indispensable, des dés à 6 faces, classiques, qu'on trouve dans tout jeu de société, etc. Et puis, accessoire également indispensable, une réglette graduée, c'est gradué en pouces. C'est une unité de mesure impériale qu'utilisent les anglo-saxons, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette réglette-là qui est fournie dans les kits Warhammer très souvent, dans plusieurs boîtes. Non, vous pouvez également vous contenter d'un mètre, de bricolage classique. La plupart sont gradués et en centimètres et en pouces. Ça permet de faire des économies et de les vendre dans le monde entier. C'est une chance pour nous, car tout se mesurant en pouces à Warhammer, vous voyez, eh bien, on peut en profiter. Si, à tout hasard, vous ne disposez que d'un mètre gradué en centimètres, ou d'une règle d'écolier, que sais-je, bon, pas de panique, c'est quand même possible, mais 1 pouce égale 2,5 cm, environ, bien sûr. Si vous multipliez toutes les distances qu'on va voir pour le jeu par 2,5, alors vous pouvez mesurer en centimètres. Ça complique un petit peu la chose, mais c'est pas un drame, c'est pas un drame. Bon, et alors, au-delà de ce matériel, comme vous le voyez, très simple, vous aurez également besoin d'un support de règles. Pour ce qui est des règles générales de Warhammer 40 000, vous les trouverez gratuitement sur Internet, l'éditeur les met à disposition. Vous pouvez les télécharger sous forme de PDF. Vous tapez règles Warhammer 40 000 et ce sera le premier lien que vous trouverez. Je vous mettrai également un lien dans la description de cette vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Mais ce sera des règles gratuites de base de Warhammer 40 000, ce sera très bien pour commencer. Et puis, vous aurez également besoin des profils de chaque unité. Et ça, rien de plus simple, vous les trouvez dans la notice qui accompagne chaque boîte de Warhammer 40 000. Vous les trouvez également dans ce qu'on appelle les codex. Ça c'est la voie royale, c'est encore mieux. C'est les livres qui vont contenir toutes les règles pour jouer une armée. Donc si vous en disposez, tant mieux, mais ce n'est pas un indispensable. Et sinon, si vous ne disposez ni de la notice de la maquette, ni du codex qui va avec cette armée, vous pouvez toujours taper le nom de l'unité et ajouter datasheet. On appelle datasheet, je vous l'écris à l'écran. C'est la feuille de profil tout simplement. Voilà la charte d'unité avec toutes les règles de ces petits personnages. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire un petit duel de votre côté, déjà tout seul, ça sera très bien pour s'initier aux règles et puis commencer à s'amuser avec. De mon côté, moi, mon duel du jour va opposer une sœur de bataille, une gardienne de la foi, une fille de l'empereur, le bras armé de l'ecclésiarchie, en somme, un genre de nonne du futur avec un flingue, et une dévotion fanatique envers l'empereur Dieu de l'humanité, naturellement, qui reste son arme principale. Et elle va être opposée à un immortel Nécron, voilà, représentant d'une race xénos, des extraterrestres, qui, bien avant même que l'homme n'apparaisse sur Terre, s'était engagé sur les sentiers de la damnation, éternelle de surcroît, dans leur quête d'immortalité. Voilà, ils se sont retrouvés avec leurs âmes prisonnières de corps de métal froid. Voilà. Ça ne va pas être un combat facile pour notre petite sœur de bataille, car bien qu'elle soit elle-même une guerrière d'élite, entraînée depuis son plus jeune âge et surtout endoctrinée dans sa foi envers l'empereur Dieu,
Eh bien, et elle est également dotée d'ailleurs des meilleurs équipements que l'Imperium puisse offrir quasiment, avec un bolter et une armure énergétique. Voilà. Elle va quand même affronter non pas un simple guerrier Necron, mais un immortel Necron, membre de la cour royale, des Faerûn et seigneur d'autrefois. Affreusement résistant, ça va être difficile d'en venir à bout. Mais ça va pas l'empêcher d'essayer. Petite démonstration très rapide, sans même vous expliquer les actions que je suis en train de réaliser. Ça vous permettra de voir à quoi ressemble une partie de Warhammer, et ensuite je vous expliquerai chacune de ces actions. Oh, eh ben... Eh ben, j'ai rien dit, pas si immortel que ça finalement l'immortel, hein. Mort en un seul tir. Bon, bah la chance semble sourire à la sœur de bataille. Maintenant, on va reproduire cette action, mais cette fois-ci en vous expliquant chacune des séquences successives. Warhammer 40 000 est un jeu qui se joue un tour après l'autre. On commence par le tour d'un joueur qui va employer toutes ses unités, toutes ses figurines sur la table, puis lorsqu'il en aura terminé, ce sera au joueur d'en face de pouvoir activer ses unités. On va commencer par la sœur de bataille. D'abord, honneur aux dames, un peu de galanterie ne fait jamais de mal, mais surtout, comme je l'ai dit précédemment, et en dépit de la petite démonstration rapide, les chances ne sont normalement pas tout à fait du côté de la sœur, hein. Le Necron est très résistant. Donc, c'est parti. Tour, sœur de bataille. On passe d'abord à la phase de mouvement. C'est la phase durant laquelle on va déplacer toutes ces unités. Pour ce faire, on se munit de la réglette ou du mètre, enfin peu importe, son instrument de mesure, et on est libre de déplacer la figurine dans tous les sens. Voilà, toutes les directions. On peut même grimper sur les surfaces verticales, même si ça va forcément réduire son mouvement. Donc, on peut se déplacer d'une distance en pouces, qui doit être égale ou inférieure à la caractéristique de mouvement de l'unité. Pour la sœur de bataille, en l'occurrence, c'est 6. Vous voyez, donc je la place à 6 pouces ou moins de sa position initiale. Je pourrais choisir de courir. On appelle ça avancer à Warhammer 40 000, en ajoutant le résultat d'un dé à ma distance de mouvement. Mais je ne vais pas le faire, car si ça me rapprocherait de l'adversaire, eh bien, courir m'empêcherait, avancer plutôt, c'est le terme exact, m'empêcherait d'utiliser mon arme de tir ou de charger l'immortel Necron. Vient ensuite la phase de tir. Bien. Alors, on va consulter le profil de l'arme de tir de la sœur de bataille, en l'occurrence un bolter, et on va commencer par chercher son nombre de tirs. On voit que l'arme est tir rapide 1. Le 1 signifie qu'elle effectue un tir, mais la règle spéciale tir rapide veut qu'on puisse effectuer le double du nombre de tirs si l'on est à la moitié de la distance de la portée maximale par rapport à l'unité ennemie. On va mesurer ça tout de suite. Le bolter tire à 24 pouces maximum. Au-delà de ça, il ne peut pas affecter d'unité en face. Donc on mesure avec la réglette et on s'aperçoit que l'immortel Necron est bien dans un rayon de 12 pouces. Ça va me permettre d'effectuer 2 tirs avec ma sœur, puisque on est sur un double de son nombre de tirs habituel. Je jette les 2 dés. J'obtiens un 6 et un 2. Je compare le résultat avec sa capacité de tir sur son profil, et je constate que la capacité de tir de la sœur de bataille est de 3+. Ça veut dire que tout résultat de 3 ou plus sera une réussite lorsqu'elle tentera de tirer sur quelque chose. Le 2 est défaussé, ce dé ne compte pas, c'est un échec, elle a tiré à côté. Par contre, le 6 est une réussite, ça c'est sûr. Vient ensuite le moment de voir si la force de l'arme est suffisante pour pouvoir mettre hors de combat l'immortel Necron. C'est ce que nous allons tester tout de suite avec un jet de blessure. Pour ce faire, on va comparer la caractéristique de force de l'arme, en l'occurrence un bolter, avec l'endurance de la cible. Et en comparant les deux, nous obtiendrons le jet requis pour blesser. Ça se complique un tout petit peu sur l'endurance, enfin la force endurance, mais on va voir ça tout de suite. Vous allez voir qu'avec le temps, ça devient très clair. Si la force
est égal ou supérieur au double de l'endurance de la cible, alors on aura simplement besoin d'un 2 ou plus. Si la force est simplement supérieure à l'endurance de la cible, on aura besoin d'un 3 ou plus. Et si la force est égale à l'endurance de la cible, ce sera 4 plus. Si jamais la force est inférieure à l'endurance de la cible, 5 ou plus, et si la force est égale ou inférieure à la moitié de l'endurance de la cible, eh bien ce sera uniquement sur un 6 que l'immortel pourra être blessé. En l'occurrence, l'immortel Nécron a une endurance de 5. La force du bolter, qui est pourtant une arme assez redoutable, est de 4. Elle est inférieure à l'endurance du Nécron, c'est ce qui le rend résistant. Donc, puisque la force est inférieure à l'endurance, il me faudra un jet de 5 ou plus pour voir si le tir blesse. J'ai fait un 2, c'est un échec. La phase de tir est à présent terminée, et il me reste une petite chance néanmoins. Quand je prends les mesures, je m'aperçois que la sœur est à moins de 12 pas de l'immortel Nécron. Donc, on va passer à la phase de charge, et si une unité est à moins de 12 pas d'une unité ennemie, elle peut tenter de le charger. La distance de la charge est aléatoire. Donc je vais jeter 2d6, c'est toujours 2d. J'additionne les résultats, 4 et 3, 7, c'est insuffisant pour arriver à moins de 1 pas de l'unité ennemie, ce qui est indispensable pour pouvoir le charger. Donc la charge est un échec, elle va rester ici. Ça va être au tour de l'immortel Nécron d'agir. Donc, même chose, mais dans l'autre sens. On va le faire avancer, et on voit en consultant son profil qu'il n'avance lui que de 5 pouces maximum. Il est plus lent. On va le faire avancer tout de même. Vient le moment de tirer. Donc tout comme la sœur de bataille, son arme est tir rapide 1, mais comme elle est à moins de la moitié de la portée de l'arme, il va pouvoir tirer au double de ses tirs habituels, donc 2 tirs. Il a également une excellente capacité de tir, un 3 ou plus. Ah, et c'est un double échec en l'occurrence. Il n'est pas encore bien réveillé, ce Nécron, pas bien encore sorti de sa nécropole, donc ça ne marchera pas. Il va tenter en revanche de la charger. On peut voir que le Nécron est à 6 pas de la sœur de bataille. Je vais donc, comme tout à l'heure, jeter 2 dés, obtenir seulement un 4, ce qui est encore insuffisant pour la charger. Nous entamons le deuxième round de bataille. Deuxième round, chaque round étant découpé en 2 tours. Un tour pour chaque joueur. C'est parti, phase de mouvement. Je me rapproche du Nécron. À noter que, en aucun cas, durant la phase de mouvement, je ne peux arriver à moins d'1 pouce d'une unité ennemie. Donc je suis obligé de rester à distance. Intervient ensuite la phase de tir, donc comme tout à l'heure, 2 tirs de bolter, tir rapide 1. Le Nécron est à la moitié de la distance, donc je fais 2 tirs. Capacité de tir 3 ou plus. Ça me fait 2 réussites en l'occurrence. Force de 4 du bolter contre l'endurance de 5, ça blesse uniquement sur 5 ou plus, et ça va être là un jet décisif, puisque, étant donné que la force de l'arme est suffisante pour mettre hors de combat l'immortel Nécron, il va devoir tester la résistance de son armure. C'est à ce moment-là, traditionnellement, que l'on remet le dé à son adversaire pour voir, pour qu'il teste lui-même la résistance de son armure. C'est 3 ou plus pour le Nécron. Et c'est un échec. C'est un échec. Il est vaincu, par 2 fois déjà, par la sœur de bataille. Bon, il faut dire que l'empereur miséricordieux est naturellement de son côté. Voilà. Bon, 2 manches gagnantes pour notre sœur, je crois que c'est sans appel, comme quoi tout peut arriver à Warhammer 40 000. Notre immortel Nécron, qui n'a d'immortel que le nom, est désormais hors de combat, et on retire, à ce moment-là, la figurine de la table de jeu. Tout simplement parce que le bolter a une caractéristique de dommage de 1, ce qui retire 1 point de vie à la figurine blessée, et l'immortel Nécron n'a qu'un seul point de vie. Dès qu'une figurine tombe à 0 point de vie, elle est retirée de la table. Supposons tout de même, car on a besoin de voir les règles de corps à corps, que notre immortel Nécron soit ranimé par
un de ses maîtres à proximité qui dispose d'une orbe de résurrection ou autre artefact étrange permettant de ranimer ses soldats. Eh bien, notre Nécron va se relever et en profiter pour charger directement la sœur de bataille. La distance est très courte. Comme pour toute charge, on jette 2d6, 3 et 3. 3 et 3 font 6, c'est largement supérieur à la distance minimale requise en l'occurrence, car il ne faut arriver qu'à un pas au moins des figurines adverses. Donc, il peut arriver au contact. On le place librement, mais dans la limite de 6 pas, puisqu'on a obtenu un 6, au contact du socle de la sœur de bataille en face. Bien. La figurine qui a chargé en premier frappe en premier, et ce sera ensuite au tour de l'adversaire. Le Nécron va attaquer. Il dispose de 2 attaques sur son profil, car si la résolution des attaques au corps à corps est assez semblable à la résolution des attaques de tir, il y a quand même des différences. On prend en compte là le nombre d'attaques de base du Nécron, 2 dés d'attaque, capacité de combat 3 ou plus, pour toucher, un échec et une réussite, force de 4, la sœur de bataille n'a qu'une endurance de 3. La force du Nécron est donc supérieure à l'endurance de la cible, il faudra un jet de 3 ou plus. Et c'est un échec. La sœur de bataille va ensuite répliquer, elle n'a qu'une seule attaque. Et c'est un échec également, puisqu'il lui fallait un 4 ou plus pour réussir au corps à corps, sa capacité de combat étant de 4 ou plus. On va poursuivre ce corps à corps en revenant donc au Seigneur Nécron, 3 ou plus pour toucher avec ses 2 attaques, une est un échec, l'autre une réussite. 3 ou plus pour blesser, force 5 contre endurance 3, c'est supérieur, il réussit à blesser la sœur potentiellement. Son armure peut encore la sauver, elle a une très bonne armure, énergétique à 3 ou plus, mais c'est un échec néanmoins, et elle finit en tant que martyr. Et voilà, dans le fonctionnement de base, c'est aussi simple que ça. Dès lors que vous avez compris que les joueurs jouent l'un après l'autre, que le tour commence par une phase de mouvement où l'on déplace toute son armée, comme on le souhaite dans toutes les directions, d'une distance égale ou inférieure à sa capacité de mouvement, qu'on va ensuite pouvoir tirer, en mesurant la portée maximale des armes et en vérifiant que la cible se trouve bien à portée et bien en ligne de vue. En tirant ensuite avec le nombre d'attaques de son arme et en comparant avec la capacité de tir du tireur, puis en tâchant de blesser la cible, en comparant la force et l'endurance pour voir le résultat à obtenir, et enfin, en donnant les dés de blessure à l'adversaire, en le laissant effectuer ses jets de sauvegarde d'armure qui figurent dans son profil, 3 ou plus. Voilà, ça, c'est la base de Warhammer 40 000, depuis la première édition du jeu jusqu'à l'édition en cours, et il y a fort à parier que ça le restera, sans doute, pour encore bien longtemps. Mais il y a bien plus à découvrir, évidemment. Le jeu a bien plus de profondeur que cela. Cependant, il me paraîtrait illusoire de tâcher de vous enseigner toutes les règles supplémentaires. Par exemple, une phase psychique vient se glisser dans l'ordre du tour, où les psycheurs, comprendre par là les sorciers en somme, peuvent lancer des pouvoirs psychiques. Une phase de commandement également a lieu en début de tour pour voir si les figurines de héros peuvent prodiguer des bonus à leurs unités amies alentour. Et on devrait encore ajouter qu'il existe des règles spéciales propres à chaque unité, en plus de quoi viennent encore s'ajouter par-dessus des règles d'armée qui s'étendent à l'ensemble de l'armée et représentent les particularités de sa faction. Sachez par exemple que les figurines Nécron sont tout à fait susceptibles, même une fois réduites à 0 point de vie, de se relever, car elles s'auto-réparent, et même coupées en deux, un guerrier Nécron peut potentiellement reprendre le combat. Il suffit de faire un jet de dés et voir s'il parvient à s'auto-réparer. Les sœurs de bataille, quant à elles, ont pour principal atout leur foi inébranlable en l'empereur Dieu et peuvent, à ce titre, manifester comme des miracles, semble-t-il, sur le champ de bataille. Mais toutes ces règles, si elles viennent apporter de la profondeur au jeu et lui donnent un peu de piquant, sont trop complexes, à mon sens, pour pouvoir être assimilées uniquement via une vidéo d'explication sur YouTube. Donc je vous ai montré là juste l'ossature de base, comment résoudre un combat. Et en extrapolant à partir de là,
Vous pouvez imaginer ce que ça donne à l'échelle d'une bataille où on a beaucoup d'unités sur la table. Je crois que c'est en forgeant que l'on devient forgeron et toutes ces petites règles, vous allez les assimiler sans y penser automatiquement au fil de vos parties. En jouant, ça viendra tout seul. La seule dernière chose peut-être que je pourrais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est le principe d'unité où les groupes de figurines identiques vont combattre sous forme d'unité et doivent toutes rester en permanence à 2 pas ou moins les unes des autres, de sorte qu'elles se déplacent, tirent et chargent ensemble. Vous savez maintenant ce qu'est Warhammer 40 000, vous avez eu un petit avant-goût de son univers également, et puis enfin, le jeu, et si une seule de ces facettes vous interpelle, un minimum, qu'il s'agisse de la peinture, qu'il s'agisse du jeu, qu'il s'agisse tout simplement d'en découvrir plus sur son univers, je vous encourage vivement à vous y pencher, car c'est une passion variée, enrichissante et ô combien amusante. Et si vous deviez faire l'impasse sur un seul de ces éléments, ça ne vous empêche pas de vous intéresser nécessairement au reste. Par exemple, si la peinture vous semble trop intimidante. À ce sujet, toutes les figurines n'ont pas besoin d'être des pièces de concours. Si on cherche juste à peindre pour jouer, alors la peinture peut s'apparenter à un genre de coloriage en 3D qu'on fait pendant qu'on écoute de la musique ou qu'on regarde une série. Ça n'a pas besoin d'être des pièces d'exposition non plus. Vous pouvez également faire peindre vos figurines par des professionnels qui seront ravis de le faire, ou des amis passionnés de peinture. Peut-être qu'au contraire, le jeu ne vous intéresse pas particulièrement, vous n'envisagez pas de jouer avec des amis autour d'une table à ce jeu-là. Par contre, la peinture, ça vous parle. Et oui. Eh bien, sachez que les portes de cette passion sont toujours grandes ouvertes. Vous pouvez dès à présent contacter une association, rentrer dans une boutique Warhammer ou chez un revendeur indépendant, que sais-je. Vous trouverez toujours toute une ribambelle de passionnés qui seront prêts à vous aider et à vous accueillir comme il se doit. Et puis si rien de tout ça ne vous paraît fait pour vous, ma foi, j'espère au moins vous avoir renseigné sur cette étrange passion pratiquée par de non moins étranges de vos proches. Voilà, je vous dis quand même, dans le doute, bonne peinture, bon jeu, et à une prochaine fois sur Planète Wargame.